B, par exemple, c'est de 50 à 100 jours. Et pour l'hépatite C, c'est par exemple de 15 à 90 jours. Donc, je m'explique, ça, c'est une notion très, très importante. Il se pourrait que vous vous êtes contaminé, par exemple, donc le 1er janvier, et vous fassiez l'hépatite 3 mois après, c'est-à-dire le 1er mars ou le 1er avril. D'accord? Voilà. Donc, la vérémie débute généralement à la fin de la période d'incubation. Quand on parle de vérémie, c'est quoi? Donc, c'est la propagation du virus dans le sang. D'accord? L'équivalent de la bactériémie pour les bactéries. Très bien. Alors, sachez que il y a toujours donc, une phase préictérique. L'ictère étant une coloration donc, jaune des téguments et des muqueuses, d'accord, ou la jaunisse en termes plus général, puis ictérique. L'ictère, par contre, n'est pas systématique. Donc, on peut avoir une hépatite B sans ictère. Retenez bien cette notion. On peut faire donc une hépatite B qui est résolutive sans ictère, d'accord? Mais quand elle évolue vers la forme symptomatique, on a très souvent un ictère. Heureusement, il y a toujours donc une bonne nouvelle dans l'affaire. Donc, la guérison, passage à la chronicité. Donc, ces hépatites, surtout, ce qui vous intéresse aussi, donc, c'est les B et les C, parce que c'est les deux formes qui peuvent donc passer à la chronicité et engendrer des complications. Très bien. On va y aller après. Pour chaque virus, on va essayer de mettre quelques détails. Toujours dans les généralités, 80% des hépatites aiguës, évidemment, sont asymptomatiques, anictériques, c'est-à-dire sans ictère. Le diagnostic il est fait a posteriori, c'est-à-dire lors d'un bilan systématique ou lors d'un dépistage, par exemple. 20%, par contre, elles sont symptomatiques. Là, c'est un peu plus facile de faire le diagnostic parce que le patient va se plaindre d'une asthénie, c'est-à-dire d'une faiblesse, de céphalée, c'est-à-dire des maux de tête, des nausées, des douleurs abdominales, de la fièvre. C'est des signes qui sont non spécifiques, mais qui sont évocateurs, d'accord? Donc, moi, je travaille je suis chirurgien, je suis sujet donc à être contaminé. Si j'ai de la fièvre, si j'ai une asthénie, si j'ai des nausées, je m'inquiète un peu, d'accord, je fais une sérologie. Précédant donc d'environ 7 à 10 jours l'apparition de l'ictère. Évidemment. Donc, le diagnostic de l'hépatite virale, en réalité, repose sur 3 paramètres. La notion de comptage. Je vous donne un exemple. Vous vous blessez par une aiguille ou par du matériel et vous faites donc une sérologie au patient, il est positif. Ou là, vous sachiez déjà qu'il était positif et vous vous êtes contaminé après. Ou donc le dosage de transaminase, d'accord? Les transaminases, c'est les enzymes hépatiques qui sont élevées plus de 10 fois, d'accord? Dans les formes aiguës et souvent moins de 5 fois dans les formes chroniques. Et puis, lors des recherches sérologiques ou d'amplification du génome viral. Alors, je vous donne 2 notions clés. Quand on parle d'hépatite, ça ne veut pas dire que c'est viral. D'accord? L'hépatite peut être d'origine médicamenteuse, peut être d'origine auto-immune. D'accord? On va voir ça après dans les cirrhoses. Et quand on parle d'élévation des enzymes hépatiques, ça ne veut pas dire que c'est le virus. D'accord? Les enzymes peuvent être, par exemple, élevées dans l'hémolyse. D'accord? Donc, il faut faire très, très attention. Pour le diagnostic de l'hépatite, soit c'est la notion de comptage qui nous oriente, soit c'est les transaminases qui sont élevées, ou carrément dans le cadre des recherches sérologiques. Voilà. Alors, en première partie, donc on va parler d'hépatite virale aiguë. Quand on parle d'hépatite virale aiguë, c'est-à-dire c'est un passage, si vous voulez, commun à tous les virus. A, B, C, D, E. On les appelle les hépatites alphabétiques. D'accord? Donc, le tableau clinique classique, c'est la forme ictérique, c'est-à-dire le patient, d'un exemple qui est habituel, il prend un comprimé de paracétamol et puis il fait un ictère. D'accord? On parle d'hépatite aiguë. Dans notre cas, ce n'est pas les hépatites médicamenteuses, c'est les hépatites virales, c'est-à-dire il est contaminé et après une durée d'incubation, on va dire de 15-20 jours, il va faire son ictère. D'accord? C'est pour ça que l'interrogatoire a une place capitale. D'accord? Donc, vous allez demander au patient, est-ce que vous étiez au sujet à risque avec un patient qui a une hépatite B? Est-ce que vous avez fait des arthralgies, des douleurs abdominales, de la fièvre il y a 7-10 jours? D'accord? Voilà.
Et puis, quand on a une hépatite aiguë, ça vous concerne directement. C'est pour ça que je vous ai dit que ce cours, donc, je vous demande de l'apprendre par cœur. D'accord? Moi, je vous donne des notions pour que vous compreniez, mais après, ça va vous suivre durant toute votre carrière, quel que soit, donc, vous restez généraliste ou spécialiste après. C'est un intitulé qui est très, très important. Vous allez voir, aussi à la fin, on va parler de quelques mesures de prévention. Sachez que quand j'ai un problème d'hépatite, je fais le TP. Donc, c'est le trop de prothrombine qui doit systématiquement répéter à la phase aiguë. On parle d'hépatite sévère lorsque le TP est inférieur à 50 et donc et d'hépatite aiguë, mais forcément qui n'est pas sévère lorsque le TP est supérieur à 50. Donc, le patient doit être hospitalisé s'il fait une hépatite fulminante. D'accord? C'est-à-dire qu'il fait une encéphalopathie. On va voir après les stades de l'encéphalopathie. Alors, on va voir les contaminations, sources et voies de transmission lors d'un geste. On a essayé donc avec Dr. Chech donc de faire un récapitulatif comment ce virus peut se transmettre. Et vous allez voir que vous êtes exposé, qu'il faut faire donc très attention, que ce soit pour vous-même ou pour vos patients, ou pour votre entourage carrément. Donc, l'accident d'exposition au sang ou à la salive contaminée à l'occasion. D'accord? Donc, vous pouvez être contaminé soit par la salive ou par le sang. On va voir après pour chaque virus. Hein. Ça, c'est des mesures communes, on va dire, à tous les virus. Donc, d'une effraction percutanée par du matériel souillé. Ça, c'est classique. D'accord? Des aiguilles, des instruments à main, instruments rotatifs, et j'en passe. S'ils sont souillés, alors, vous vous blessez, donc vous êtes suspect. Ou d'une blessure liée à la participation d'autrui, notamment lors du passage du matériel à l'assistante dentaire, par exemple, dans votre cas. En troisième lieu, d'un contact cutanéo-muqueux avec du sang ou de la salive contaminée, en introduisant la main dans la bouche du patient, alors que la peau du chirurgien dentiste présente une lésion. D'accord? On va voir après à la fin que si vous avez n'importe quelle lésion, même minime, il faut la protéger. D'accord? Parce qu'après, quand vous allez travailler, vous êtes plus en contact avec la salive, peut-être que sur d'autres spécialités ou d'autres carrément métiers. D'accord? Alors, un contact avec une surface souillée, évidemment, le crachoir, le fauteuil ou le cialytique, alors que la peau de chirurgien présente une lésion, même minime. Donc j'enlève pas les gants jusqu'à un nettoyage complet de tout le matériel. Ça, c'est des règles que vous devez connaître et appliquer, même en étant jeune, lors de vos stages carrément au niveau des hôpitaux ou ailleurs. Alors, par contre, il y a aussi la transmission qui est aéroportée. La salive comporte un risque majeur pour cette spécialité à l'occasion de projections sur la face, notamment la bouche, les conjonctives oculaires ou autres portes d'entrée, car l'hépatite B se transmet par la salive, d'accord, qui n'est pas le cas de la vitamine A, pardon, de l'hépatite C, et de faibles quantités, même pour le VIH. Donc, les lunettes, il faut protéger comme pour le Covid-19, d'accord? Il faut protéger toutes les muqueuses, notamment oculaires et buccales. Très bien. Les voies de transmission, il y en a pas des tonnes. Donc, il y a patient-soignant, patient-patient, ou soignant carrément, soignant au malade. Alors, je m'explique. Du patient au soignant, alors, par contact direct, si votre patient est malade, évidemment, le patient, des fois, il n'est pas au courant. S'il est au courant, c'est plus simple. Donc, par une peau blessée ou par une égratignure ou par donc, un accident d'exposition au sang ou à salive contaminée, de patient à patient, évidemment, par le biais donc, des mains du soignant. Malheureusement, on est un moyen de transmission, ou des mains mal lavées, ou des instruments contaminés, et puis de soignant en malade, si je dentiste est contaminé, évidemment. C'est pour ça que même pour nous, médecins, on se fait vacciner, on fait des sérologies des fois dans le service pour connaître son statut sérologique. Très bien. Alors, pour votre donc, connaissance, dans ce cours, j'essaie donc de vous faire un peu connaître ces hépatites virales, d'accord? Même si ce n'est pas de votre ressort de les prendre en charge, mais le patient peut venir vous voir, par exemple, dans la phase préictérique,
qui dure une semaine avec de la fièvre et syndrome grippal des arthralgies ou dans la phase ictérique. Dans la phase ictérique, je devine que c'est plus simple. Il a un ictère, vous voyez un ictère, hop, vous prenez vos précautions, mais attention de la phase, faites très très attention de la phase préictérique qui sont des signes d'infection virale comme dans le corona, d'accord? Fièvre, syndrome grippal, arthralgie, douleur abdominale. Très bien, donc faites attention s'il vous plaît. Donc, il y a eu cette plaque aussi qui est importante. Il y a certaines manifestations, évidemment, qui ne sont pas aussi fréquentes que ça. Buccales, des hépatites virales, notamment donc, la décoloration de la muqueuse, qui résulte donc de l'augmentation de la bilirubine dans le sang. Ça, vous devez déjà le voir dans les conjonctifs. D'accord? Les hémorragies, qui est de la première photo. Donc, gingivorragie due à des déficiences en facteur de coagulation. Sachez quand le patient fait une hépatite aiguë avec un TP moins de 50, donc il y a des troubles de la coagulation. Donc, il peut avoir ça. Ou même dans l'hépatite chronique, quand le TP il est très bas, il peut avoir ça aussi. Un purpura, alors c'est quoi le purpura? C'est un syndrome hémorragique, c'est comme des taches comme ça, des points, d'accord, rouges, par déficit donc de plaquettes. Une ostéomalacie, un lichen, une sécheresse buccale, une atrophie muqueuse, des troubles de la cicatrisation et des nécroses qui sont, ces derniers signes sont extrêmement rares. Retenez plutôt donc la décoloration, l'hémorragie, tout ce qui est signe hémorragique et tout ce qui est ictère. Très bien. Alors, vous êtes devant une hépatite virale aiguë, vous avez fait le diagnostic, très bien, bravo. Il y a eu comptage, vous avez un ictère. Alors, il y a des examens à faire, donc morphologiques et biologiques. Lorsqu'on a donc une cytolyse ou un suspect, on fait carrément la sérologie qui pose le diagnostic, d'accord? Ça ne vous concerne pas, c'est plutôt nous. C'est-à-dire c'est au médecin, vous vous adressez le patient, donc en unité d'hépatogastroentérologie en médecine interne pour faire le diagnostic. Alors, on va essayer maintenant d'aller un peu dans le détail. On va les détailler donc virus par virus. On va commencer par l'hépatite A. Sachez que l'hépatite A et l'hépatite E sont transmises ou transmises par voie féco-orale. D'accord? Donc, c'est un virus à ARN. Il est sécrété dans les selles et transmis par voie féco-orale, habituellement par l'eau contaminée. Il est l'apanage surtout du sujet jeune, de l'adulte jeune et de l'enfant. D'accord? Et puis, il n'existe pas d'infection chronique à l'hépatite A. Il y a aussi un vaccin. Dans les pays qui sont en voie de développement, c'est du 80 à 90% qui ont des anticorps antivirus A, c'est-à-dire qu'on fait déjà cette hépatite A qui est passée inaperçue à l'enfance ou à l'âge adulte jeune. Par contre, quand on a des épidémies, des fois on a des épidémies comme ça, c'est lorsque, moi j'ai déjà traité ou fait pris en charge des patients, il y a eu une contamination de l'eau à l'école. Une certaine école, donc il y a eu donc contamination massive. On a eu 17 ou 18 personnes, ou 18 enfants donc contaminés. D'accord? Très bien. Alors, la clinique d'incubation, les cours de 2 à 4 semaines, l'hépatite est souvent asymptomatique, c'est pour ça qu'on ne la ressent pas, une petite fatigue comme ça, des arthralgies, surtout l'enfant ne se plaint pas. Et le diagnostic, évidemment, on demande des sérologies virus hépatique A, d'accord, type IgM. Les anticorps anti-VGA de type IgG persistent de nombreuses années et sont associés à une immunité à long terme, d'accord? Donc, on peut se permettre de dire que c'est une maladie qui est immunisante. Alors, vous allez faire ça lors de votre enfance et puis c'est très, très rare que vous fassiez une réinfestation. Le traitement et prévention, il n'y a pas de traitement, sincèrement. Cette hépatite passe donc rarement à la chronicité. Donc, on est dans l'aigu. On gère juste l'aigu. D'accord? Quand vous avez un foie qui est malade, évidemment, vous appliquez des mesures générales, notamment l'éviction de tout médicament hépatotoxique et puis l'hygiène et en cas de contamination d'épidémie, traiter donc la source. Voilà ce qui était pour l'hépatite A. Pour l'hépatite E, il y a beaucoup de ressemblances. C'est aussi un virus ARN. Ça se fait aussi sur un diagnostic sérologique. On fait le compte à l'amplification ARN donc, du virus par la RT-PCR, comme pour le COVID, évidemment. Le VHE il est excrété dans les selles et transmis par voie féco-orale.
comme dans l'hépatite A, pardon, il est responsable d'hépatite aiguë, épidémique ou sporadique. D'accord? Dans les pays en voie de développement, actuellement, il n'y a pas de vaccin disponible. L'incubation est entre 15 et 80, 75 jours. Une phase préactive qui peut durer jusqu'à 4 jours. En général, on a une guérison sans séquelles qui survient à peu près donc, un mois après les patients. Rare cas d'hépatite E chronique chez les patients immunodéprimés. Sinon, c'est comme l'hépatite E, ça passe par la chronicité. Et puis, alors maintenant, on part, voilà, on va y aller au vif du sujet. C'est l'hépatite B, en réalité, l'hépatite C. Et ça, ce qui vous concernerait le plus, ce qui nous concernerait le plus, nous praticiens, d'accord, cliniciens. Alors, le VHB, c'est pas déjà un virus à ADN, un ARN, c'est un virus ADN, d'accord. Il y en a plusieurs qu'on voit ici dans ce schéma ou ce dessin. Il y a plusieurs gènes. Il y a le gène S qui code, par exemple, pour l'enveloppe, d'accord. Il y a le gène C, d'accord. Ce qui pourrait vous expliquer après, euh, le profil sérologique, ce qu'on appelle sérologie complète. Alors, pour la détection, je demande sérologie hépatite B. On va vous faire l'antigène anti-HBS. D'accord? C'est c'est le premier qu'on fait. Après, moi, j'aurais besoin de voir est-ce que ce virus, il se multiplie, est-ce qu'il se réplique ou pas. Je vais demander donc l'HBE, anticorps et antigène. Et puis, je demande aussi une sérologie complète. Je demande les anticorps anti-HBS pour voir si ce patient a développé des anticorps. Voilà. Et pour connaître donc, la multiplicité, le meilleur marqueur, c'est la charge virale ou le dosage de l'ADN viral. D'accord? Je vais doser, il y a combien, entre guillemets, hein, de virus dans mon organisme. Est-ce que j'ai un traitement ou pas, ou je vais voir après. Alors, je vais vous mettre après un tableau, je pense, pour vous expliquer les profils sérologiques. On va parler de ça après. Alors, il est très fréquent, le virus de l'hépatite B, ça vous le connaissez déjà. Je pense que c'est 2 milliards. Il y a des zones de prévalence, notamment l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest. Nous, on est considéré comme une zone donc, de moyenne prévalence, de 2 à 4%. Évidemment, quand vous voyez en Europe, surtout en Europe de l'Ouest, il n'y a pas, c'est de faible prévalence, tout simplement parce que la activité de vaccination et le traitement aussi, et les conditions socio-économiques. Pour ce qui est des pays qui sont en voie de développement, on vaccine pas et puis on se protège pas. Il y a eu des cas, évidemment, en Europe et tout, c'est plutôt les cas par rapport à la migration. Alors, quand vous voyez 2 milliards de contaminés par le VHB, tout simplement, et 350 millions de porteurs chroniques de VHB. Quand on parle avant, on parlait de porteurs sains. Maintenant, de cette définition ou cette dénomination est abolie. On parle de porteurs chroniques. D'accord? Voilà. C'est la 10e cause de décès dans le monde. Hein. Donc, c'est 500 000 à 1 milliard de décès par an, évidemment, dû donc à la chronicité. Hein. D'accord? C'est plutôt les cirrhoses qui vont tuer par le biais de l'hépatite B. On va appeler ça des cirrhoses post-hépatitiques B. Très bien. Alors, ça vous concerne. Donc, retenez ça bien. Il y a 4 modes de contamination. Il y a ce qu'on appelle transmission verticale mère-enfant. D'accord. Donc, lors d'un accouchement, ce qui explique le fait de faire une sérologie hépatite B à partir du 6e trimestre de la grossesse. Il y a les relations sexuelles, évidemment, c'est un virus qui se transmet par voie sexuelle, hétéro-homosexuelle. Il y a le contact avec le sang ou des dérivés de sang lors des actes médicaux, transfusion sanguine, chirurgie, hémodialyse, actes invasifs, acupuncture, soins dentaires et j'en passe, ou de toxicomanie intraveineuse. D'accord? Tatouage, piercing aussi. Il y a le contact dans la famille ou dans une collectivité. Donc, la transmission se fait plus souvent par le partage d'objets de toilette ou par lésions cutanées. Très bien. Alors, quand j'ai un patient qui fait une hépatite B aiguë, l'incubation, elle est longue, de 6 semaines à 4 mois. D'accord? Donc, le virus, il va circuler, mais il va se multiplier qu'après 6 semaines. Il y a 3 évolutions possibles. Soit ce patient va faire une hépatite B fulminante.
quand on parle d'hépatite B fulminante, c'est une hépatite B aiguë grave. Le TP, le taux de prothrombine, pardon, va être inférieur à 50%. Heureusement, ça représente une portion, si vous voulez, minime. C'est 1%. D'accord? Mais c'est grave, c'est des patients qu'on doit hospitaliser en réanimation. Très bien. La deuxième, donc, évolution, c'est vers la chronicité, pardon, c'est l'hépatite résolutive. Et je vous rassure tout de suite, donc, ça représente la quasi-totalité des hépatites. 80%, donc vont 80-90%, ça vont se, si vous voulez, guérir de façon spontanée, d'accord? Et là, vous voyez le profil sérologique. Ces patients vont négativer l'antigène HBS et vont avoir, pardon, des anticorps anti-HBS, c'est-à-dire une immunité. D'accord? C'est la même chose pour le corona. C'est ce que je pense que le corona a fait donc connaître un peu au monde cette histoire d'immunité IgG, IgM. D'accord? C'est la même chose. Donc, le patient va avoir des IgE anti-HBS. D'accord? Et les IgG anti-HBS. Il y a malheureusement, les 10% qui restent, c'est le passage à la chronicité. Cet antigène, donc HBS, malheureusement, doit persister plus de 6 mois et va entraîner ultérieurement, quand vous voyez ici, une hépatite chronique dans 20% des cas. Et de ces 20%, donc 20% vont développer une cirrhose et 3 à 5% de ces 20%, c'est-à-dire une portion très minime, vont développer un carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire un cancer du foie. D'accord? D'où l'intérêt du traitement, du dépistage et tout le reste. D'accord? C'est pas comme l'hépatite A et E. Dans la plupart des cas, elle évolue vers une forme non guérison. L'hépatite B aussi. 90%, vous allez rien avoir, mais les 10% qui restent, ça peut évoluer vers la chronicité. Qui dit chronicité, dit cirrhose et dit donc carcinome hépatocellulaire. Très bien. Alors, on a fait cette plaque aussi pour vous expliquer à peu près les profils sérologiques. Pour l'hépatite B, c'est pas comme pour le Covid. Le Covid, donc, il me reste 10 minutes. Donc, si ça se coupe, je vais renouveler, s'il vous plaît, la séance. Veuillez donc vous réinscrire. Donc, je me disais que pour le Covid, il y a l'IgM, IgG. Pour l'hépatite B, non. Il y a 5 marqueurs. Il y a l'antigène HBS, il y a l'anticorps HBS, il y a l'antigène HBE, l'anticorps HBE et l'anticorps HBC. Je m'explique. On a le dépistage. Je veux demander est-ce qu'il est porteur. Je fais l'antigène HBS. Alors, pour le patient qui est non protégé, qui n'a jamais été en contact avec le virus, tout va être négatif. Ça, c'est très simple. Alors, pour le patient qui a une hépatite aiguë, il y aura l'HBS positif, évidemment. Il n'aura pas d'anticorps, puisqu'il est dans l'aigu. Il aura un anticorps anti-HBC qui est positif. Pour le portage chronique, c'est-à-dire ce patient a toujours de l'HBS. Quand on parle de portage chronique, c'est plus de 6 mois. Mais il n'a pas donc d'anticorps anti-HBS, il a des anticorps par contre anti-HBC. Pour le patient qui a une hépatite B résolue, qui est plus donc d'infection active, l'antigène HBS est très important, il va se négativer et il aura des anticorps positifs. D'accord? HBC, HBC. Pour les sujets qui sont vaccinés, évidemment, on va donner un virus qui est inactivé et le sujet va développer des anticorps. Donc, ce patient n'aura que des anticorps anti-HBS qui sont positifs. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué, mais après, vous allez vous habituer. Retenez une chose, quand on fait la demande de est-ce que le patient est A ou pas, on demande donc HBS, antigène, anti-HBS. Voilà. Après, quand c'est positif, vous passez la main au clinicien. Quand est-ce qu'on traite l'hépatite B? Déjà, sachez qu'il y a des mesures générales. Tout patient a une atteinte hépatique. Je vais lire la notice de tous les médicaments qui sont hépatotoxiques et s'ils ne sont pas très importants, je vais les arrêter. D'accord? L'alcool aussi, il est nocif pour le foie. L'obésité aussi. Donc, il y a certaines donc, mesures générales à entreprendre pour ne pas aggraver ce foie qui est déjà atteint d'une donc infection. Très bien.
Alors, les principes de la vaccination et mesures. Donc, les nourrissons, évidemment, vous êtes bien au courant, dans notre pays, c'est déjà systématique. Elle est universelle recommandée. 2 injections à un mois d'intervalle, puis la réparation efficace de 95%. Pour ce qui nous concerne, nous, praticiens, en cas de risque élevé d'exposition aux hépatites B ou au virus d'hépatite B, professionnels de santé, il y a des mesures destinées, donc non seulement à les protéger, mais aussi à prévenir la transmission aux patients. Donc, les personnes en contact avec un sujet porteur d'antigène HBS, avec sa femme a l'anticorps, donc il doit se vacciner aussi. Au sein d'une famille, ce que je disais, des collectivités, après vérification du statut, évidemment. Les personnes infectées par le VIH, donc le virus du sida ou le VHC, parce que les 2 virus pour le foie, c'est trop. Les patients hémodialysés, évidemment, parce qu'on fait passer leur sang dans la machine, donc il faut qu'ils soient aussi vaccinés. Et puis les polytransfuses, d'accord? Très bien. L'immunisation passive, quand est-ce qu'on va donner des IG? Elle est proposée lors du comptage accidentel chez un sujet non vacciné. Alors, si vous n'êtes pas vacciné et vous piquez avec l'HBE, avec un sujet qui est donc positif, on va vous faire des anticorps. La séroprophylaxie, par contre, elle se fait si la femme enceinte, HBS positif, parce qu'il peut avoir un séroconversion du nouveau-né à la naissance. Donc, on va donner pour le nouveau-né des anticorps et on va le vacciner, évidemment, et l'intégrer dans le cadre du calendrier vaccinal. Rappelons qu'évidemment, j'ai dit tout à l'heure et je le rappelle, le dépistage d'HBS chez les femmes enceintes au 6e mois est obligatoire et d'importance par rapport surtout à la prévention de l'infection chronique par séroconversion. Très bien. Alors, maintenant, on passe donc au deuxième virus, qui est aussi important que l'hépatite B par rapport à vous, je dis bien, et puis aussi parce que c'est un virus qui passe plus souvent à la chronicité que l'hépatite B, donc qui donne plus de cirrhose, qui donne plus de néoplasie. D'accord? Donc, c'est un virus qui a ARN, qui a 6 génotypes. Actuellement, il n'y a pas de vaccin contre le VSC, malheureusement, mais le traitement s'est développé de façon fulgurante ces dernières années, en se basant surtout sur le traitement des recherches, du traitement du VIH, et on est arrivé à maîtriser cette infection. Voilà. Donc, les tests sérologiques permettent de détecter, évidemment, donc vous faites les sérologies. Là, il n'y a pas beaucoup de marqueurs, comme dans l'hépatite B, on a 5 marqueurs. Dans l'hépatite C, il y a un seul marqueur. C'est donc c'est le VHC. D'accord? Vous demandez donc sérologie, hépatite C. Très bien. Et puis après, on calcule la charge virale, ou entre guillemets, je dis bien ça entre guillemets, le nombre, la quantité du virus dans le cerveau. Alors, le virus hépatite C est strictement humain. La contamination est principalement parentérale, d'accord? Contrairement à l'hépatite B qui se transmet donc par la salive et par le sang aussi. Pour l'hépatite C, c'est surtout la voie parentérale, c'est-à-dire intraveineuse, si vous voulez. Sachez que donc les transfusions sanguines avant 1992, parce que depuis 1992, on fait systématiquement, on contrôle donc l'hépatite C dans le sang, dans les pochettes de sang. Le matériel souillé lors des usages des drogues intraveineuses. Vous allez trouver après, on va voir sur la carte que la fréquence ou l'incidence est élevée dans les pays développés, contrairement à l'hépatite B, parce qu'il y a plus, évidemment, de toxicomanes et de drogués. L'hépatite C, tout ça est relatif, évidemment. Donc, l'hépatite C est une maladie qui est relativement fréquente. On parle de 3%, il me semble, oui, de la population mondiale, à une infection chronique par VHC. Donc, le VHC est responsable d'environ 20% d'hépatite aiguë et de 70% d'hépatite chronique. Vous voyez? Donc, 70% d'hépatite chronique sans, donc, c'est-à-dire si le virus il est chronique, il va aller dans la chronicité malheureusement. L'hépatite C est une cause majeure de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, plus que l'hépatite B. L'hépatite B elle est plus fréquente, l'hépatite C elle est moins fréquente, mais elle donne plus de cirrhose, donc plus de néoplasie. Très bien. Alors,
En rouge, c'est les pays à haute fréquence ou à haute incidence, notamment l'Égypte. On connaît tous le problème de l'Égypte, c'était par rapport à une vaccination. Et certains pays d'Afrique, et là, je pense que c'est la Bolivie, hein, il me semble. D'accord. Et ce qui nous concerne, on est un pays à faible prévalence. D'accord. On est en bleu. Par exemple, on voit aux États-Unis, ils ont plus de prévalence que nous parce qu'il y a beaucoup de toxicomanes par voie veineuse. Très bien, ça c'était pour la culture générale. Le mode de transmission, on insiste, et j'insiste sur ça, c'est parentéral, toxicomanie, transfusion, dialyse, actes médicaux et paramédicaux, évidemment, tatouage, piercing. Les transmissions verticales aussi, mère-enfant, lors de l'accouchement, évidemment, et du sang. Et puis, il y a la transmission sexuelle qui est exceptionnelle, d'accord? Contrairement à l'hépatite B. Mais elle existe, hein, d'accord? Très bien. Alors, l'incubation, elle est de 7 à 8 semaines, longue aussi. Donc, la phase de prodrome, elle est rare. Quand on parle de prodrome, c'est des signes cliniques qui précèdent la maladie. L'hépatite aiguë C n'est éctérique que dans la minorité des cas et sans symptômes dans la plupart des cas, d'accord? Donc, elle est sournoise. Les symptômes ne sont pas spécifiques, comme pour toutes les viroses, nausées, vomissements, douleurs d'hypocondre, d'accord? Suivi peut-être après des nictères qui vont vous orienter vers le problème d'hépatite, d'accord? L'hépatite aiguë sévère est exceptionnelle. Donc, quand on parle d'hépatite C, on est plus dans la chronicité. Alors, donc, il me reste 1 minute. Euh, euh, Si ça va se couper dans un moment, je vais renouveler la séance. Alors, l'hépatite C chronique est asymptomatique, donc une complication, hormis une constatation d'une asthénie chronique. C'est pas comme l'hépatite B, malheureusement, on la détecte après coup, c'est-à-dire après qu'il y ait une cirrhose, après qu'il y ait une complication de la cirrhose. Donc, le diagnostic est établi par une sérologie C qui est positive tout simplement. Alors, on continue. Donc, on a terminé avec l'hépatite C. Pour ce qui est de l'hépatite D, qui est rare et qui est plutôt retrouvée dans les co-infections, d'accord? C'est le virus D ou virus delta qui est donc défectif, qui dépend du virus B pour sa multiplication. Alors, si le patient n'a pas de virus B, il ne va pas se multiplier, il ne va pas survivre, d'accord? Donc, il n'existe pas d'infection par virus d'hépatite D sans infection de VHP, d'accord? Donc, c'est un virus ARN qu'on recherche toujours lors du bilan initial des patients porteurs de virus d'hépatite B. Il est diminué heureusement grâce à la vaccination de l'hépatite B et puis est relativement donc fréquent dans le bassin méditerranéen, en Europe de l'Est et dans certains pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Toujours co-infection simultanée avec B. Il la mime aussi, donc il donne une hépatite aiguë dans 90% des cas et fulminante dans 5% des cas. La surinfection par donc le virus delta chez un porteur donc chronique de l'hépatite B aussi, voilà. Donc, pour être complet, donc on a parlé de ça. Le diagnostic, il se fait donc par sérologie et toujours donc recherche des anticorps. Pardon, ça passe pas. Voilà. En pratique, en réalité, on va récapituler. On a 3 situations. Donc, des patients qui présentent des signes d'hépatite active, ictère, asthénie, arthralgie, d'accord, ou des porteurs chroniques d'hépatite B ou C. Ce que ça veut dire porteur chronique, c'est que c'est un patient qui a une trace dans le sérum, mais qui ne fait pas de signes cliniques, ou d'un patient présentant un antécédent d'hépatite. D'accord, c'est les 3 situations. Pour les patients qui présentent des signes actifs, donc vous allez donc les envoyer chez nous, en consultation de gastroentérologie ou de médecine interne, et puis on leur évite tout médicament hépatotoxique, notamment, je sais que vous utilisez un peu donc les ANS et le paracétamol. Pour les patients qui les porteurs chroniques, donc les soins sont au maximum à éviter, donc FNSTP, éviter tout médicament hépatotoxique et consulter le médecin traitant. On fait le point, on les vaccine. Après, on les renvoie chez vous pour qu'ils soient traités. Et puis, il y a aussi des préventions en général. Cette plaque, donc ces 2 dernières plaques, elles sont très, très, très importantes.
Je vous suggère donc de les retenir et de les appliquer. Il ne faut jamais sous-estimer ou relâcher quand vous avez un nombre de patients ou quand vous êtes en apprentissage. Ah, voilà, c'est bon, j'ai mis, non. Le port des gants, de masques, des lunettes est obligatoire. D'accord? C'est des choses, je vous le dis autant qu'aîné, que vous allez prendre maintenant, vous allez appliquer. Si vous ne les appliquez pas maintenant, vous n'allez jamais les appliquer après. D'accord? Donc, la pose de la digue dentaire pour diminuer au maximum le contact, si elle est disponible, avec le sang et la salive. Toute lésion cutaine doit être protégée. Si vous avez les mains ou même le visage avec des lésions, il faut la protéger ou la traiter carrément. Toutes les surfaces de travail exposées à l'éventuelle contamination doivent être recouvertes. Essayez d'utiliser, comme j'ai vu dans certains cabinets dentaires, du jetable. L'utilisation d'un matériel à usage unique est souhaitable, si possible, je dis bien si possible. Après usage, il doit être placé dans un conteneur donc résistant. Le matériel à usage multiple doit être désinfecté physiquement, puis stérilisé de façon appropriée. Voilà. Encore. Donc, toutes les surfaces, s'il vous plaît, de travail contaminé doivent être lavées avec une solution d'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire l'eau de javel, qui sera donc laissée en place 30 minutes avant le rinçage. Les surfaces métalliques peuvent être stérilisées avec une solution de glutaraldéhyde à 2% laissée en place 3 heures. C'est pourquoi il sera préférable de donner des rendez-vous en fin de journée. Donc, si vous avez des patients qui ont une hépatite ou une suspicion, vous avez traité, vous les donnez en fin de journée pour que vous puissiez avoir le temps de stériliser le matériel. Non seulement pour réduire donc, le risque de contamination, mais aussi pour permettre un nettoyage et une stérilisation adéquate. Afin de limiter le risque de piqûre accidentelle, les aiguilles ne seront recouvertes de leur protection initiale qu'à l'aide d'un instrument, porte-aiguille par exemple. D'accord? Ça va vous paraître banal et évident, mais croyez-moi, c'est difficile d'appliquer tout ça. Il faut être vraiment à cheval et méticuleux. Les films radiographiques que vous utilisez doivent être placés dans un sachet protecteur étanche avant la prise du cliché. D'accord? Ils vont contenir de la salive et voire même du sang. Le cône donc, de la radiographie doit être aussi recouvert d'une protection étanche. Très bien. Les empreintes destinées au laboratoire doivent être identifiées comme provenant d'un sujet contaminé pour que le monsieur au laboratoire fasse attention. Et puis la vaccination. D'accord? Il faut voir donc, quand vous êtes à risque, il faut se faire vacciner. Donc, c'est à vous de voir si la protection elle est toujours de mise et la vaccination pour vous, pour vos patients. Très bien. Donc, je pense que ça a été un peu donc, instructif. Je sais que c'est beaucoup d'informations à la fois. Donc, il faut relire et apprendre. Mais ce que je vous conseille, c'est de voir le cours comme un outil qui va vous suivre pendant tout votre cursus et puis votre carrière donc de chirurgien dentiste. Il ne faut pas le prendre comme un cours pour des questions d'examen. Ça, c'est banal, mais il faut apprendre ces notions, relire le cours, relire ses intitulés, se poser des questions et puis revoir aussi ces mesures de protection. Donc, en conclusion, on va dire que les hépatites virales sont caractérisées par une inflammation du parenchyme hépatique, ça c'est clair. Il y a 5 virus hépatotropes, donc qui sont alphabétiques. L'examen clinique, surtout l'interrogatoire. N'hésitez pas à poser donc des questions à votre patient. Pas de honte à le faire, d'accord? Transfusion, répétée, hémodialysée, d'accord? C'est des sujets à risque. Et puis, au moindre doute, je demande une sérologie pour le monsieur Aoudou Lerdoua, d'accord? Prévention, donc vaccination anti-VHB et mesures de protection. Et puis, concertation avec le médecin traitant, d'accord? Donc, vous avez un hépatite B qui a besoin de soins, on ne va pas le lâcher quand même, c'est un patient. Il faut dialoguer avec nous, avec les médecins traitants. Voilà, moi je vous dis comment là maintenant, vous avez le feu vert, vous pouvez y aller. Mais vous devez avoir au moins des connaissances de base pour détecter cette maladie avant qu'elle arrive donc chez le praticien. Et puis pour éviter, dans le cas éventuel où ce patient est contaminé, de vous contaminer ou de contaminer autrui. Voilà.